Bon, on prend AB dans Mn2C tel que A fois B est égal à 0, et on peut montrer que A et B sont cotrigonalisables. C'est un exo qui est vachement intéressant et surtout vachement classique chez Minpon, puisqu'il est tombé plusieurs années d'affilée au concours dans des filières différentes. Je te conseille évidemment de le chercher si tu le connais pas, si tu l'as jamais cherché, mais en tout cas, moi je vais partir sur la correction. Comme d'habitude, je vais te faire part des bonnes intuitions, des mauvaises intuitions qu'on peut avoir. Et évidemment de comment on peut trouver l'exercice sans être magicien et sans avoir une intuition de génie, juste en regardant des trucs assez raisonnables les uns après les autres. On est parti. La première chose qu'on peut se dire, c'est qu'est-ce qu'on veut montrer. On veut montrer qu'on a un unique P, enfin pas un unique P, mais un P qui est le même pour les deux, donc c'est-à-dire qu'on a un P tel que PA, PB-1, PA, P-1 et P, PB-1, ça appartient aux matrices triangulaires supérieures. Bon, la première chose qu'on peut noter, c'est que on travaille sur C, donc les deux sont trigonalisables. On a déjà un PA, un certain PA dans GLN qui vérifie ceci et un PB dans GLN qui vérifie ceci. La question c'est, est-ce qu'on peut trouver un P qui convient pour les deux, c'est-à-dire une base qui va convenir pour les deux endomorphismes. La première piste que tu pourrais creuser, ça serait de dire, bon, tu dis que ça c'était A, tu dis que ça c'était B, ensuite tu utilises cette hypothèse et tu fais du calcul sauvage en essayant de trouver un P en tâtonnant, par exemple en regardant PA, PB-1, est-ce que ça va fonctionner, ça va être un bon P, patati patata. Bon, c'est un peu une piste un peu bizarre à suivre, j'ai l'impression, parce que je la trouve particulièrement peu naturelle. T'as l'impression d'être un vrai golemon quand tu fais ça, parce que juste tu fonces dans le tas, tu fais du calcul sauvage, t'essayes de faire des combinaisons entre les deux, voir lesquelles vont fonctionner, et pour moi c'est vraiment pas naturel. Je pense que cet exercice il est plus là pour te faire réfléchir sur le vrai sens de cotrigonalisation, et quel est le sens et comment tu peux te ramener à de la cotrigonalisation à partir d'hypothèses assez simples en fait. Bon, du coup, on va essayer de traduire les hypothèses qu'on a pour voir quelle piste serait la plus idéale pour pouvoir exploiter ces hypothèses au max. Donc, la première hypothèse qu'on a, elle se traduit comme ça. C'est l'image de B, en fait, elle est inclue dans le noyau de A. L'image et le noyau, c'est des trucs qui sont définis en termes d'endomorphisme, donc naturellement, on a envie de passer aux endomorphismes. Qu'est-ce que ça veut dire être cotrigonalisable en termes d'endomorphisme ? Ça veut dire que si tu notes A, enfin l'endomorphisme de C puissance n associé à A UA et l'endomorphisme de C puissance n associé à B UB, et ben tu veux montrer que tu as une unique base B, pas une unique mais une base qui est la même pour les deux B, telle que les deux matrices dans cette base soient triangulaires. Bon, ça c'est le but, et on a vu que puisque l'image et le noyau c'était défini en termes d'endomorphisme, c'était plutôt raisonnable de partir en termes d'endomorphisme. On peut voir ce que ça nous donne maintenant. Si on écrit ça en termes d'endomorphisme, on dit que l'image de UB, c'est inclus dans le noyau de UA. Là, tu peux remarquer directement un truc, c'est que l'image, c'est vachement gros, et le fait que ce soit totalement inclus dans le noyau de UA, c'est assez intéressant, parce que, en particulier, l'image de UB, ça va contenir l'image par l'application UB de UA, de Kerr de UA. Donc en gros, là ici on a un espace stable, tu peux le voir assez rapidement, et du coup qu'est-ce que ça nous donne l'espace stable ? L'une des associations d'idées les plus naturelles quand tu as un espace stable, c'est que tu as UB dans une certaine base, qu'on va noter BK par exemple, et ben ça va être de la forme triangulaire par bloc, avec ici UB restreint à Kerr, donc je vais juste marquer AK, ici des blocs qu'on ne connaît pas, et ça nous avance pas mal parce que on parle de cotrigonalisation, donc si on a une matrice triangulaire par bloc, on va pouvoir se ramener à la trigonalisation de blocs plus petits. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en fait la base qui va être adaptée ici, BK, elle va forcément contenir une base du noyau et une base d'un espace qu'on ne connaît pas forcément. Donc du coup, on va voir que forcément, UA dans cette base BK, elle va être de cette forme-là.
avec des zéros ici, parce que ici c'est une base du noyau, de ker de UA. Donc en fait, la réduction de simultané de UA et UB, elle va ramener à la réduction de blocs beaucoup plus petits. Est-ce qu'on va réussir ? Peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'on va réussir, mais pour l'instant, c'est bien parti pour. Fondamentalement, cette idée de prendre des vecteurs de base qui vont être des vecteurs de ker de UA, elle n'est pas nouvelle. Tu l'as déjà vu dans le théorème du rang. Donc si tu t'en souviens, c'est cool. Mais si tu t'en souviens pas, tu peux réfléchir à ce que ça veut dire la trigonalisation. La trigonalisation, c'est choisir une base telle que, ou même la réduction en général, c'est de choisir une base d'un endomorphisme, par exemple ici A, telle que la plus grande partie des vecteurs, si tu es par exemple dans le cas diagonal, la plus grande partie des vecteurs sont 0. Et donc, enfin, des vecteurs, des scalaires, pardon. Et donc, en fait, prendre ker de UA comme une partie de la base, c'est naturel parce que tu vas tuer énormément de vecteurs et il va te rester seulement une plus petite partie des vecteurs. Enfin, des scalaires toujours, je confonds un peu. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre H, un supplémentaire de ker de UA dans C puissance n. Donc on va avoir ker de UA plus H est égal à E. On va prendre C puissance n. Et ensuite, on va regarder du coup qu'est-ce que ça donne si on prend une base adaptée. On va voir qu'on va avoir quelques modifications de la base à faire, mais ça va bien se passer normalement. Normalement, on n'aura pas de problème. Pourquoi je dis qu'on aura quelques modifications de la base à faire ? Bon, si on regarde B, une base adaptée quelconque, à cette décomposition. Ici, je rédige un peu, mais fondamentalement, on va beaucoup changer les choses. Et comme je t'ai dit, je préfère te présenter les choses de la manière dont on les trouve plutôt que de te présenter le corrigé directement propre. Parce que je trouve que ça instruit plus et c'est l'intérêt de ces vidéos. Les corrigés propres, tu les as souvent sur Internet ou dans les livres de manière assez facile. Donc, si on prend B, une base adaptée à cette décomposition, on va avoir que U, B, dans cette base, comme on a dit, ça va être triangulaire par bloc. Donc ici, on va avoir, imaginons si on marque ça UBK, donc avec UBK qui est égal à la restriction de UB à ker de UA. L'indu plutôt. Ici, on va avoir un bloc B1 et un bloc B2. Sauf que, en fait, ici, tu as une hypothèse qui est plus forte que stable. UB, il va pas seulement stabiliser ker de UA, il va plus que stabiliser ker de UA, tu vas avoir toute l'image du B qui va être contenue dans le ker de UA. Donc en fait, B2 ici va être nul. Parce qu'en fait, ici, tu as des noyaux, tu as les composantes de H, ici, tu as les coordonnées selon H, ici, tu as les coordonnées selon ker de UA, ici, tu as les vecteurs de ker de UA. Et en fait, dire que l'image de UB est inclue dans ker de UA, ça nous dit vraiment que les composantes selon H, elles vont être totalement nulles. Bon. Du coup, on est content parce qu'il nous suffit de montrer que ceci est diagonalisable, enfin est trigonalisable dans une certaine base pour avoir fini le job. De l'autre côté, on a quoi ? On a que UA dans la base B, c'est quoi ? C'est égal à 0, 0. Ici, tu vas avoir A1. Ici, tu vas avoir A2. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qui A2 ? Concrètement, par bloc, comment on interprète ça ? Comme je t'ai dit ici, on a les composantes selon H. Des vecteurs de H. Okay ? Donc, on a les composantes selon H, des vecteurs de la base H. Donc, en gros, les composantes selon H des vecteurs de n'importe quoi, c'est déjà le projeté orthogonal, enfin pas le projeté orthogonal, mais le projeté de H par rapport à ker de UA. Et maintenant,
si tu regardes que les vecteurs de H, en fait, A2, ça va être la représentation matricielle de U de P de P, qui va être du coup, P, ça va être dans la base B, BH. Donc si on dit que B ça c'est la concaténation de B1 et BH, on va voir que A2, c'est la représentation matricielle de P avec P qui est l'application qui va de H dans H et qui a X associe la projection parallèlement à ker de UA de X. Donc la projection sur H de X par rapport parallèlement à ker de UA. Ok, tu peux vérifier ça vite fait, mais oui, c'est vraiment ça en fait. En fait, le truc qui est super marrant, c'est que ici, ce bloc, en général, on l'interprète pas trop, et cet exercice, il nous permet de voir comment tu peux l'interpréter. Maintenant, j'avais dit que B, c'est pas une base qui va convenir parce que, a priori, U de BK, c'est pas forcément triangulaire, et et A2, c'est pas forcément triangulaire non plus. Bon, sauf que ça, en fait, c'est un endomorphisme de H. H, c'est un C espace vectoriel, enfin c'est un C sous-espace vectoriel, a fortiori c'est un C espace vectoriel puisqu'on travaille du coup sur C puissance n à la base. Donc ça va être trigonalisable. P, il est trigonalisable, donc on a une certaine base de H. Donc on va marquer, il y a une base. Donc ça en fait c'était juste pour que tu vois un peu la réduction qu'on avait faite. Mais évidemment là je ne te rédige pas dans l'ordre, ce qu'il faudrait faire, ça serait dans cet ordre-là. Donc il y a une base BHT qu'on peut dire, pour triangulaire, de H, tel que P dans la base BHT, ça c'est triangulaire. Parce que P est un endomorphisme de H qui est un C espace vectoriel. De la même manière, ker de UA, c'est un C espace vectoriel. Et U de BK, c'est un endomorphisme de ker de UA, puisque U de B va stabiliser ker de UA, puisqu'on a dit au-dessus. Donc, il y a une base BKT pour triangulaire de ker de UA, telle que la matrice de UBK dans la base BKT. Ici c'est pas Tn, ça va être T dimension de H. Petit lapsus ici. Dans la base BKT va appartenir aux matrices triangulaires de la taille dimension de ker de UA. Ok. Et du coup, si tu prends la concaténation de ces deux bases, c'est bien une base de C puissance n puisque les deux espaces sont supplémentaires. Et ce que tu vas obtenir, c'est que si tu regardes B tilde, qui est un peu l'évolution de B, le raffinement de la base B qu'on avait au départ, qui est la base BKT concaténée avec la base BHT, et bien tu vas voir que la matrice de UB dans cette base, on a dit qu'elle était triangulaire forcément, puisque elle est de cette forme-là. Avec ici des zéros en dessous, et ici un bloc, donc on n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit sur ce bloc, puisque on l'avait noté B1 il me semble, mais en fait ces coefficients ne jouent aucun rôle. Et l'autre matrice, elle est de quelle forme? Elle est de la forme exactement comme on le veut. C'est-à-dire avec des zéros ici. Et ici, on a une matrice UA
c'est la matrice de P dans la base B HT. Hop là. Et ces deux-là, ils appartiennent bien aux matrices triangulaires de taille n.